Il existe une image qui, à elle seule, résume toute la douleur d'une relation brisée. Deux frères et sœurs mondialement connus, réunis dans le clip le plus cher de l'histoire, sans jamais se croiser. En 1995, Janet et Michael Jackson apparaissent côte à côte dans Scream, mais dans la réalité, un mur invisible les séparait. Aucun regard, aucun contact. Seulement des plans tournés à des jours différents, montés pour simuler l'unité. Pourquoi deux êtres si proches ont-ils été incapables de se parler? Qu'est-ce qui a poussé Janet Jackson à se taire pendant plus de 30 ans? Aujourd'hui, à 58 ans, elle brise enfin ce silence. Et ce qu'elle révèle dépasse tout ce que le monde croyait savoir. Janet Jackson naît le 16 mai 1966 à Gary, dans l'Indiana. Dernière d'une fratrie de 10 enfants, elle grandit dans une petite maison modeste, étouffée par les murs trop proches, la pression constante et l'ombre des ambitions démesurées de son père, Joe Jackson. Dans cette demeure exiguë où résonnent les cris et les notes de musique, l'amour parental se confond avec l'autorité implacable. Joe ne sourit jamais. Il commande, exige, surveille. Il transforme ses enfants en machines à succès. Et Janet, comme les autres, apprend très tôt qu'il n'est pas question de ressentir. Il faut performer. Dans la famille Jackson, les émotions n'ont pas de place sur scène. On doit briller, sourire, se tenir droit, même quand on est brisé à l'intérieur. Janet n'a que quelques années quand elle est jetée sous les projecteurs. À 8 ans, elle joue dans des séries télévisées. À 10 ans, elle monte déjà sur scène avec ses frères. Mais derrière les projecteurs, l'atmosphère est pesante. Chaque faux pas peut entraîner une humiliation publique. Joe n'hésite pas à utiliser les mots, parfois même les coups, pour imposer sa volonté. Peu d'enfants auraient pu supporter cette tension. Janet, elle, développe un réflexe de survie, le silence. Elle observe, encaisse, se tait. Elle apprend que parler, c'est risquer le conflit. Alors elle verrouille son monde intérieur et devient l'enfant modèle, discipliné, sage, docile. Mais ce mutisme apparent cache déjà des blessures profondes. Celle de ne pas être regardée pour elle-même. Celle de devoir toujours faire mieux. Celle de vivre dans l'ombre des garçons, surtout d'un en particulier, Michael. Michael, l'étoile filante, le frère protecteur, mais aussi la figure écrasante. Très tôt, Janet perçoit qu'elle n'est qu'un nom parmi les Jackson. Tout le monde l'appelle la petite sœur de Michael, et cela la blesse. Non pas par jalousie, mais parce que cela gomme son identité. Elle n'est pas Janet, elle est la dernière, l'annexe, le prolongement de quelqu'un d'autre. Dans les années 70, alors que les Jackson 5 sillonnent l'Amérique et que Michael devient une icône, Janet reste en retrait. Elle observe l'ascension de son frère avec fierté, mais aussi avec distance. Elle voit les fans hystériques, les projecteurs aveuglants, les journalistes envahissants. Elle voit aussi les excès, les pressions, les manipulations. Et très tôt, elle comprend que cette célébrité-là n'est pas un conte de fées. C'est un piège. Les fondations de sa vie d'adulte sont posées là, dans cette enfance particulière, faite de succès forcés et d'amour conditionnel. Et à mesure que les années passent, Janet se construit une armure. Elle se fond dans le moule familial, mais rêve en secret de s'en échapper. Elle veut chanter, danser, créer, mais à sa façon, sans avoir à ressembler à qui que ce soit, sans devoir copier le destin des autres. Pour l'instant, elle est encore prisonnière du nom Jackson, mais une révolte silencieuse est en train de naître. Et dans cette enfance où tout semblait écrit d'avance, un détail a été oublié. Janet, la plus discrète du clan, va devenir celle qui osera dire ce que tous les autres ont toujours tu. Lorsque Janet Jackson décide de se lancer véritablement dans la musique, les enjeux sont colossaux. Elle porte un nom, mythique, celui de la famille la plus célèbre de l'industrie du divertissement. Mais ce nom est une lame à double tranchant. Il ouvre toutes les portes, oui, mais il impose aussi des attentes écrasantes. Et dans l'ombre du phénomène Michael Jackson, il semble impossible d'exister sans être comparé, critiqué ou réduite à une pâle copie. En 1982, elle sort un premier album éponyme, puis un second 2 ans plus tard, Dream Street. Mais les résultats sont décevants. La presse ne retient qu'un détail. La sœur de Michael Jackson veut aussi chanter. Aucun regard véritable sur sa voix, ses textes, sa personnalité. Ce rejet voilé est une claque. Janet comprend qu'elle n'aura jamais d'espace tant qu'elle restera sous la coupe de sa famille. Alors elle prend une décision radicale.
couper le cordon. Elle quitte le giron paternel, refuse que son père continue à diriger sa carrière et s'entoure d'un duo de producteurs révolutionnaires, Jimmy Jam et Terry Lewis. Ensemble, ils imaginent un univers neuf, personnel, vibrant. Le fruit de cette collaboration s'intitule « Control » et marque un tournant majeur dans l'histoire de la pop américaine. Sorti en 1986, l'album se vend à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, propulsant Janet au rang de superstar. Mais cette fois, ce n'est pas parce qu'elle est une Jackson, c'est parce qu'elle est Janet. Les singles Nasty, What Have You Done For Me Lately et Control imposent une image de femme indépendante, affirmée, maîtresse de son corps et de son destin. Elle devient l'icône d'une génération en quête de voix féminines fortes. Et pour la première fois, les médias écrivent son prénom sans le précéder d'un lien de parenté. La décennie suivante est une ascension fulgurante. Avec Rhythm Nation 1814-1989, un projet engagé, Janet enchaîne les records. 7 titres du même album se hissent dans le top 5 du Billboard, un exploit rarissime. En 1991, elle signe un contrat historique avec Virgin Records. 40 millions de dollars, le plus gros jamais accordé à une artiste féminine à l'époque. Elle devient, selon Forbes, l'une des femmes les plus puissantes de la musique mondiale. Et pourtant, au sommet de la gloire, une ombre persiste. Car plus elle brille, plus on la ramène à celui qu'elle n'arrive pas à approcher, Michael. Leurs carrières sont désormais parallèles, presque antagonistes. Michael évolue dans une dimension surhumaine, faite de déguisements, d'excentricité et de secrets. Janet, elle, cherche la vérité, la terre ferme, l'émotion brute. Les deux trajectoires s'éloignent inexorablement. En 1995, le public croit à une réconciliation artistique. Michael propose à Janet de partager un duo dans le clip Scream. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Le clip coûtera 7 millions de dollars, un record mondial. Les fans s'attendent à un moment de complicité, de retrouvailles. Mais dans les coulisses, est orchestré pour les maintenir séparés. Michael exige un tournage à part. Les équipes sont doublées. Les plannings ne se croisent jamais. À l'écran, il semble proche. Dans la réalité, il ne s'adresse même pas la parole. Ce tournage laisse une cicatrice durable chez Janet. Non seulement elle réalise qu'elle ne reverra plus jamais le Mike de son enfance, mais elle comprend aussi que la célébrité a transformé son frère en entité inaccessible. Un mythe, un mirage. L'humain s'est dissous dans le spectacle. Et alors que sa carrière continue de croître, que les récompenses s'accumulent, Grammy Awards, Billboard Awards, MTV Music Video Awards, Janet sent une fissure s'élargir en elle. Celle d'une sœur qui réussit, mais qui n'a plus de frère. Celle d'une femme qui lutte pour exister, mais qui à chaque étape croise le regard d'un fantôme omniprésent. Et le monde, aveuglé par les projecteurs, ne voit rien. Il célèbre, il consomme, il applaudit, mais ne comprend pas que derrière le glamour, une douleur silencieuse commence à prendre toute la place. À mesure que Janet Jackson s'impose comme l'une des artistes les plus influentes de sa génération, les médias, eux, persistent à la relier à son frère. Mais derrière les interviews policées et les sourires de façade, des fissures apparaissent, des propos étranges, des silences pesants et surtout des souvenirs douloureux que Janet refuse d'aborder frontalement. Jusqu'à aujourd'hui, tout commence par de petites phrases glissées au détour de confidences. Des interviews où Janet évoque des choses qu'elle préfère taire, des blessures qui ne s'effacent pas, ou encore des mots prononcés par ceux qu'on aime et qui vous poursuivent toute votre vie. Rien n'est dit clairement, mais tout est suggéré. Et ce flou alimente les spéculations. Certains journalistes remarquent également des changements radicaux dans son comportement. Elle se retire soudainement des tournées. Elle annule des apparitions médiatiques prévues depuis longtemps. Elle refuse de répondre aux questions sur sa famille. Et surtout, elle ne participe à aucune commémoration officielle autour de Michael après son décès. Un silence lourd, interprété à tort comme de l'indifférence. Mais ceux qui la connaissent savent. Ils savent que cette distance est le fruit d'un conflit intérieur et non d'un désintérêt. Car Janet porte en elle une vérité complexe. Michael était à la fois son protecteur et sa première blessure. Elle l'a adoré, admiré, suivi. Mais il l'a aussi rabaissé, moqué,
blessée à des moments clés de sa construction. Durant leur adolescence, alors qu'elle lutte contre son image corporelle, Michael lui donne des surnoms cruels. Pig, Horse, Slaughter Hog. Des moqueries censées être bon enfant, mais qui résonnent comme des gifles silencieuses. Janet, qui cherche désespérément à s'aimer, encaisse sans broncher. Elle sourit, comme on lui a appris. Mais au fond, chaque mot la détruit un peu plus. Dans une séquence devenue culte de son documentaire, elle confie « J'ai grandi en croyant que je n'étais jamais assez, pas assez jolie, pas assez mince, pas assez aimée. Et quand cela vient de quelqu'un que vous idéalisez, l'impact est dévastateur. » Autre signe révélateur, son obsession soudaine pour le contrôle. Dans ses clips, ses chorégraphies, ses apparitions publiques, tout est millimétré. Janet n'improvise jamais. Elle verrouille, comme si elle cherchait à se protéger de toute faille, de tout imprévu qui pourrait faire remonter à la surface ce qu'elle tente désespérément de contenir. Et puis, il y a les non-dits. Lors de la promotion de son album The Velvet Rope en 1997, elle évoque des chaînes invisibles, des héritages familiaux toxiques, des secrets trop lourds à porter. Là encore, elle n'accuse pas, mais ses mots trahissent une souffrance sourde. Le plus troublant reste sans doute le décalage constant entre sa réussite éclatante et la solitude qui semble l'entourer. Elle vend des millions d'albums, remplit des stades, est adulée sur tous les continents. Mais dans les coulisses, elle s'isole, coupe son téléphone, disparaît des radars pendant des semaines. Ceux qui l'approchent parlent d'un mur invisible, presque impénétrable. Le public, de son côté, préfère ne pas voir. Il continue d'associer Janet à l'image lisse de la pop star disciplinée. Mais des fans commencent à s'interroger. Pourquoi parle-t-elle si peu de Michael ? Pourquoi refuse-t-elle de participer aux nombreux hommages qui fleurissent après la mort de son frère ? Pourquoi semble-t-elle toujours sur le fil, comme si un mot mal placé pouvait la faire vaciller ? Et la question la plus lancinante demeure. Qu'est-ce que Janet Jackson essaie de protéger ? Sa famille ? Elle-même ? Ou une vérité plus sombre, enfouie depuis l'enfance et qui, si elle était révélée, pourrait ébranler le mythe Jackson tout entier. Ce n'est pas encore le moment de tout dire, mais les signes sont là, et ils ne peuvent plus être ignorés. Le 25 juin 2009, le monde s'arrête. Michael Jackson meurt brutalement à l'âge de 50 ans. Le choc est planétaire. Une icône s'éteint, un empire s'effondre. Mais derrière les hommages en boucle, les pleurs de fans et les flashs des caméras, une femme s'effondre en silence. Janet. Ce jour-là, elle n'est pas sur scène. Elle n'est pas prête. Elle n'est même pas à ses côtés. Et cette absence la hantera à jamais. Elle apprend la nouvelle par un appel froid, impersonnel. Aucune chance de le voir une dernière fois, de lui dire ce qu'elle gardait pour elle depuis si longtemps. Juste un vide brutal. Une porte qui se ferme sans préavis. Les jours suivants sont un cauchemar. Les médias se jettent sur chaque détail. L'ambulance, l'overdose, le médecin personnel, les enfants laissés derrière. L'Amérique pleure son roi de la pop. Mais dans l'intimité, Janet lutte contre un sentiment encore plus lourd que la douleur, la culpabilité. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le sauver. Cette ritournelle s'installe dans sa tête comme une condamnation silencieuse. Elle revoit les années passées à éviter le sujet, à ne pas poser de questions trop directes, à respecter la zone rouge autour de Michael. Elle revoit les regards fuyants, les silences au téléphone, les réponses évasives de ceux qui l'entouraient. Et elle comprend qu'elle n'était pas seule à se taire. Tout le monde, en réalité, avait accepté ce mensonge collectif. Michael allait bien. Mais il n'allait pas bien, et Janet le savait, au fond, depuis longtemps. Depuis qu'il avait commencé à s'isoler derrière des gardes du corps, à changer de visage, à parler comme un enfant. Elle avait essayé parfois, un message, une tentative de visite, une lettre. Mais on lui refusait l'accès. Ou alors il se dérobait. Il est trop fatigué. Il ne veut voir personne. Il t'appellera plus tard. Après sa mort, Janet assiste aux funérailles. Elle ne prend pas la parole. Elle garde ses larmes pour elle. Mais dans ses yeux, tout se lit. La détresse, le regret, l'abandon. Elle évite les interviews, refuse les plateaux, coupe tout et disparaît pendant des mois. Quand elle revient enfin sur le devant de la scène, c'est pour une tournée hommage. Elle chante, danse, sourit, mais une fragilité nouvelle la traverse.
Ses gestes sont plus retenus, sa voix parfois vacille. Et sur scène, entre deux refrains, elle regarde le ciel un peu plus longtemps qu'avant. Ce deuil marque un tournant profond. À partir de 2010, Janet s'efface progressivement du paysage médiatique. Elle s'installe à Londres, loin du tumulte américain. Elle entame une relation discrète avec le milliardaire Wissam Al-Mana, qu'elle épousera plus tard. Elle devient mère à 50 ans, un miracle qu'elle garde jalousement hors des regards. Mais derrière cette renaissance apparente, une mélancolie sourde persiste. En 2017, elle divorce. Et une fois encore, elle se referme. La perte de Michael, puis la fin de son mariage, érode peu à peu sa carapace. Et si elle continue de créer, ses apparitions publiques se font de plus en plus rares. Elle annule des concerts, change d'agent, évite la presse. Pourtant, certains signes montrent qu'une transformation intérieure est en cours. Dans les coulisses, elle commence à écrire. Pas des chansons, mais des mémoires. Elle ressort des carnets, des lettres, des photos. Elle revisite ses souvenirs, replonge dans les archives familiales. Et ce qu'elle y trouve la bouleverse. Elle découvre des lettres jamais envoyées, des enregistrements, des extraits de journaux intimes, et surtout des détails qu'elle avait oubliés ou volontairement effacés, des disputes, des silences tendus, des regards de détresse. Michael que personne n'avait su décoder à temps. Et là, quelque chose change. Janet réalise qu'il ne s'agit plus de pardonner ou de comprendre, il s'agit de transmettre, de raconter, pour elle, pour son fils, pour ceux qui idéalisent encore trop la gloire. Alors elle prend une décision qu'elle repoussait depuis plus de 15 ans, parler. Mais parler à sa manière, pas à travers un show, pas dans un talk-show sensationnaliste. Elle choisit un documentaire, sobre, élégant, profondément humain. Elle y livre son histoire, sans détour, mais sans accusation. Elle y montre ses blessures, mais aussi sa tendresse pour ce frère qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. La réception est bouleversante. Le public découvre une Janet vulnérable, lucide, courageuse. Et soudain, le mythe s'effrite un peu. Michael Jackson n'est plus seulement un monument. Il redevient un homme, un frère, un être en souffrance. Et Janet, elle, cesse enfin d'être la sœur d'eux pour devenir une voix à part entière, porteuse d'une vérité que personne n'avait voulu entendre. Il aura fallu attendre 58 années, 58 ans de silence, de contrôle, de regard fuyant. Et puis un jour, sans prévenir, Janet Jackson décide que c'est le moment. Pas pour faire le buzz, pas pour laver du linge sale, mais pour se libérer, pour tourner enfin la page, et surtout, pour redonner un visage humain à celui que le monde a figé en légende, son frère. Dans le documentaire qui porte sobrement son nom, Janet apparaît assise, sans maquillage extravagant, ni décor grandiose. Son regard est droit, la voix posée, mais chargée d'émotions contenues. Et dès les premières minutes, elle dit une phrase qui bouleverse. « Je ne suis pas ici pour salir la mémoire de Michael. Je suis ici pour dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai porté seul pendant trop longtemps. » Elle commence par parler de leur enfance, du père autoritaire, des répétitions sans fin, de la pression permanente pour être parfait. Elle évoque la peur, l'envie de fuir, les larmes étouffées dans l'oreiller. Elle dit aussi les moments de complicité, les rires en coulisses, les petits secrets échangés, les câlins rares mais précieux. Mais très vite, le ton change. Janet raconte les blessures, celles que l'on cache pour protéger l'image de la famille. Elle parle des surnoms cruels de Michael, de leur effet dévastateur sur son estime personnelle. Elle raconte comment, à l'âge de 16 ans, elle a voulu arrêter la musique pour redevenir invisible. Comment chaque compliment public de Michael était suivi d'une pique privée. Comment, parfois, elle n'arrivait plus à le reconnaître. Elle ne cherche pas à accabler. Elle parle avec douleur, mais sans haine. Elle reconnaît que lui aussi souffrait, que sa propre douleur n'excuse rien, mais explique beaucoup. Elle se souvient d'un moment précis, en 2005, lorsqu'elle a tenté de lui parler sérieusement. Il l'avait évité, sourit d'un air flou, puis changé de sujet. Elle avait compris alors que la communication entre eux était morte depuis longtemps. Puis vient le moment le plus lourd, la mort. Janet raconte comment elle a appris la nouvelle, comment elle s'est sentie figée, incapable de pleurer pendant des jours.
Elle parle de la cérémonie, du cercueil doré, des regards de ceux qui voulaient des réponses, et de ce qu'elle ressentait, au fond, la culpabilité de n'avoir jamais dit à son frère ce qu'elle gardait en elle, et de ne jamais avoir entendu ce que lui, peut-être, avait besoin de dire. Je ne voulais pas salir l'image. On m'a appris à me taire, à protéger le nom, mais le silence n'a pas sauvé Michael, et il ne m'a pas sauvé non plus. Ces mots claquent comme une délivrance. Jeannette, enfin, se défait de son fardeau, non pas en rejetant le passé, mais en l'honorant dans toute sa complexité, en refusant les simplifications, en acceptant que l'amour puisse coexister avec la douleur, que la famille puisse être un refuge et une prison à la fois. À la fin du documentaire, elle adresse un dernier message, direct, sans détour. Si vous aimez quelqu'un, dites-le, ne supposez pas qu'il le sait. Ne croyez pas que le temps arrange tout. Parfois, il ne reste que le silence, et c'est la chose la plus difficile à porter. Et à cet instant, le mythe Michael Jackson cesse d'être une statue de marbre. Il devient un frère perdu. Et Janet, dans un geste d'une tendresse immense, rend à ce frère toute son humanité. Quand les lumières s'éteignent et que le silence retombe après le dernier mot de Janet, une impression étrange persiste, celle d'avoir été autorisée à entrer dans une zone interdite. Pas celle du scandale ou de la honte, mais celle des émotions brutes, longtemps réprimées. Ce que Janet Jackson a offert au monde, à travers sa confession, dépasse le simple cadre familial. Elle a mis des mots sur ce que des millions de personnes vivent sans jamais le dire. Les non-dits entre proches, les regrets muets et la douleur de n'avoir pas pu aimer pleinement avant qu'il ne soit trop tard. Le plus bouleversant, c'est que Janet ne cherche pas à être excusée. Elle ne réclame ni compassion, ni gloire. Elle veut simplement rétablir une vérité qu'elle seule pouvait porter. Une vérité inconfortable, imparfaite, mais essentielle. Celle d'une femme qui a grandi sous les projecteurs, mais dans l'ombre de son frère. D'une enfant devenue star en taisant sa peine. D'une sœur qui, pendant des décennies, a contenu un cri que personne ne voulait entendre. Son témoignage rappelle aussi une autre réalité, le prix exorbitant de la célébrité. Dans le cas des Jackson, ce prix s'est payé en silence, en culpabilité et en solitude. Michael, adoré de tous, est mort isolé. Janet, aimée mais toujours comparée, a dû attendre près de 60 ans pour enfin raconter son histoire. Et entre eux, il n'y aura jamais eu ce moment de vérité qu'elle espérait tant. Mais le courage de Janet ouvre une brèche. Dans un monde où tout est image, elle choisit la vulnérabilité. Dans une industrie obsédée par le contrôle, elle offre la sincérité. Et dans une société qui glorifie les icônes, elle rappelle que derrière chaque légende, il y a un être humain, fragile, contradictoire et profondément seul. Alors, la question que chacun devrait se poser après avoir entendu Janet Jackson est simple. Combien de vérités étouffons-nous encore par peur de briser l'illusion? Car si Janet a mis 58 ans à parler, combien de temps mettrons-nous à écouter les nôtres?